Et pour en parler avec nous, Thierry Pouche, chef économiste auprès des chambres d'agriculture de France, et également Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Thierry Pouche, cette reprise des exportations, cela répondait à un besoin vital pour l'Ukraine, comme pour plusieurs pays du monde, on est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Plusieurs pays du monde dépendent crucialement du blé et du maïs ukrainien. C'est le cas du Liban, de la Tunisie, de la Somalie. Donc il y avait le risque évoqué par le secrétaire général de l'ONU d'ouragan, de famine. Et effectivement, il y avait une montée de l'insécurité alimentaire dans les semaines précédentes. Donc il fallait répondre à ce besoin. Et pour l'Ukraine, évidemment, les produits agricoles et alimentaires, ça représente 45% des exportations totales de l'économie et 10% du produit intérieur brut. Donc c'était aussi une nécessité pour faire rentrer des devises dans une économie durement frappée par la guerre. Durement frappée. Alors on peut se demander qui vont être les premiers bénéficiaires de ces exportations. Avant d'en parler ensemble, écoutez Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, c'était le 22 juillet dernier. J'ai indiqué d'ailleurs au président Zelensky que je souhaitais que l'approvisionnement se fasse en priorité vers le continent africain, en raison de la fragilité des économies et de la situation sociale dans beaucoup de pays. Voilà pour Alassane Ouattara qui réclamait effectivement que ça vienne avant tout pour l'Afrique. À votre avis, ces exportations vont aller vers le continent africain en premier. Le navire d'aujourd'hui, c'était vers le Liban. Est-ce qu'on peut attendre d'autres pays à venir ? Alors, il faut quand même préciser que pour le Liban, c'est une nécessité vitale. Voilà une économie qui est dans une situation dramatique, une récession profonde, un endettement record. Il n'avait pratiquement plus de réserves. Donc c'était presque une priorité. C'était une priorité pour la population. Il y avait déjà un problème de disponibilité du pain au Liban. En Tunisie, on a même rationné le nombre de pains que l'on pouvait acheter. Donc ça concerne évidemment tout le continent africain et une partie du Moyen-Orient, bien évidemment. Donc le continent africain, le président Ouattara l'a rappelé, c'est d'abord aussi la Somalie qui dépend à 70% du blé ukrainien. Donc ça représente une urgence absolument vitale pour ces pays-là. Alors la Russie et l'Ukraine n'ont signé aucun texte commun, mais bien deux accords distincts, l'un avec les Nations Unies et l'autre avec la Turquie. Slimane Zeguidour, dans ce dossier, donc, on l'a compris, la Turquie était incontournable, quoi qu'il arrive. Il suffit de regarder une carte. Le territoire turc occupe tout le sud de la mer Noire et la Turquie, avec les détroits, commande l'entrée et la sortie entre la mer Noire et la Méditerranée. Il suffit de regarder une carte. Donc la Turquie est incontournable pour les exportations ukrainiennes, mais aussi pour les exportations de blé, de céréales et d'engrais russes. C'est la Turquie qui détient le verrou. Et la Turquie étant elle-même importatrice de céréales de ces deux pays-là. Donc on est dans une configuration où la Turquie, quoi qu'il en soit, est inévitable, d'autant plus que depuis le 27 février, la Turquie interdit aux bateaux militaires russes d'entrer vers la mer Noire ou d'en sortir. C'est dire que c'est un pays qui peut verrouiller complètement la région malgré des accords internationaux qui l'obligent à réguler ces passages. Mais une chose est sûre, Erdogan a voulu placer ses pions pour rendre son pays incontournable. Oui, en fait, vous savez, depuis 5 siècles, la Turquie fait partie de l'échiquier géopolitique européen. Il suffit de remonter par exemple au 19e siècle quand il y a eu les traités de Paris pour déjà régler la guerre de Crimée qui a opposé l'Angleterre, la France, l'Empire ottoman aux Russes. Déjà, les Ottomans étaient déjà présents dans cette conférence à Paris et depuis, la Turquie n'a jamais quitté l'échiquier européen, ne serait-ce que pendant un quart d'heure. Donc il est tout à fait normal, enfin normal du point de vue de la grammaire géopolitique, que le président Erdogan, dont le pays est un des piliers de l'OTAN, car il ne faut jamais oublier que, quelles que soient les manœuvres auxquelles se livre le président turc, il est le représentant aussi de l'OTAN. Il ne peut pas faire abstraction de l'OTAN. Et il joue subtilement entre son appartenance à l'OTAN, qui lui donne du pas vis-à-vis de la Russie, et en même temps une certaine ouverture envers la Russie, parce que 75% de l'électricité turque est fabriquée avec du gaz turc. La Turquie importe du blé turc, ce qui ne l'empêche pas d'aider militairement l'Ukraine, ancienne possession ottomane. Thierry Pouche, l'accord prévu
pour 4 mois. Il doit être normalement automatiquement reconduit en cas de succès, mais est-ce qu'il semble fragile, selon vous, cet accord entre les deux pays? Alors, il y a déjà eu une première alerte en termes de fragilité, c'est le bombardement du port d'Odessa le lendemain de l'accord, premièrement. Ensuite, il y a un problème logistique, parce que là, on a un bateau qui est parti ce matin avec 30 000 tonnes de grains, de maïs essentiellement, à bord. Il faudrait certainement beaucoup plus de bateaux pour pouvoir écouler les 20 à 25 millions de tonnes de stock qui ont été engrangés dans les silos ukrainiens. Donc ça va nécessiter un nombre considérable de bateaux. Est-ce que l'Ukraine en dispose? Rien n'est moins sûr. Il va falloir affréter certainement d'autres types de bateaux. D'ailleurs, le bateau qui est sorti du port d'Odessa ce matin est turc et navigue sous pavillon Sierra Leone. Donc là, il y a un problème logistique qui va se poser. Ensuite, remplir un bateau, ça demande au minimum 24 à 48 heures. Donc ça va nécessiter de la main-d'œuvre aussi. Et donc 4 mois, si on compte 6 à 8 millions de tonnes par mois, on arrivera à écouler les stocks pour l'instant entreposés dans les silos, d'autant plus que la récolte 2022 arrive. Et il y a le renchérissement des primes d'assurance aussi pour les bateaux. Absolument. Étant donné le contexte de la guerre. Qu'est-ce que ça donne au niveau du prix des céréales? Il va continuer à baisser, selon vous? Alors aujourd'hui, il a continué à baisser. Il a perdu 5 euros par tonne. Donc ce qui fait qu'on est arrivé à peu près à 327, 330 euros la tonne. On était encore, il y a quelques semaines, fin mai, à 420. Donc on a une décrue du prix du blé en particulier qui entraîne aussi le prix du maïs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pays importateurs. Ça va durer selon vous? Alors, si l'accord parvient à se concrétiser normalement et arrive à son terme en ayant la possibilité d'être reconduit, il est probable que ça va desserrer évidemment les tensions sur les marchés. Donc c'est une bonne nouvelle pour les pays importateurs. J'ajoute quand même que le prix reste quand même très élevé comparativement au mois de juillet l'année dernière. On est aux alentours de 130, 140 euros au-dessus du niveau de l'année dernière. Donc pour les pays importateurs, la facture est encore très lourde. Thierry Pouch, une dernière question en guise de conclusion. On a appris aujourd'hui la mort d'Oleksii Vadaturski, qui est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine, mais surtout un mania des céréales. Ils auraient été tués dans leur maison, à leur domicile donc, par une frappe russe. On parlait d'un accord fragile. Ce genre d'action peuvent fragiliser cet accord également. Alors, la personne qui a été victime de ce bombardement est aussi un puissant homme d'affaires sur la logistique, justement. Or, il y a symboliquement, du coup, un rapprochement peut-être à faire entre ce qu'il représente, d'autant plus qu'il avait des positions pro-européennes, donc probablement, mais évidemment, on ne peut rien dire de plus à l'heure qu'il est. Mais il va falloir effectivement surveiller tout ça dans les prochains jours et prochaines semaines. Merci Thierry Pouch. Merci à vous. Et merci à vous Slimane Zeyidour.